Bonjour à tous, je suis Ayril Malonga, chargé de mission innovation et partenariat au sein du Hub des territoires. Toute l'équipe du Hub est ravie de vous accueillir aujourd'hui en présentiel et en distanciel pour un événement portant sur un sujet qui nous questionne et nous passionne particulièrement, les communs. De la coopérative agricole en passant par les tiers-lieux, Wikipédia ou les licences Creative Commons, ce mode d'organisation fait de plus en plus d'adeptes dans les territoires et nous interpelle, notamment sur ses modèles économiques, sa durabilité et son rapport à l'environnement. Nous avons la chance de pouvoir bénéficier de l'éclairage de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, qui a mené des travaux avec la COP des communs sur les interactions entre communs et collectivités locales pour une transition écologique et solidaire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de laisser la parole à Diane et à nos intervenants, je me permets une brève présentation du Hub des territoires. Le Hub des territoires est le dispositif d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des territoires. C'est un dispositif résolument tourné vers l'externe, vers nos partenaires et au bénéfice de nos clients partout sur le territoire. Ce dispositif a été créé il y a maintenant 2 ans pour incarner la stratégie écosystème de la Banque des territoires. Il vise tout d'abord à faire collaborer acteurs publics et acteurs privés, ensuite à inspirer les réussites territoriales, et enfin, il vise à donner toutes les clés pour accélérer la transformation des territoires. C'est un dispositif hybride, à la fois physique, car c'est un lieu innovant, ouvert, modulable au sein de nos locaux, mais aussi digital, parce que tous nos événements sont captés et retransmis à distance en tout point du territoire. Au Hub des territoires, nous avons une programmation riche qui se décline selon des formats variés, événements, ateliers et groupes de travail, débats, retours d'expérience, mais aussi résidences de start-up. Nous avons une activité croissante. Depuis 2021, nous avons organisé plus de 180 événements, ayant réuni 11 000 participations en ligne et en présentiel, qui ont permis à plus de 800 intervenants d'aborder différemment les thématiques cruciales des territoires. Le Hub, c'est aussi une communauté grandissante de plus de 8 000 abonnés à notre newsletter. Et pour ne rien manquer de notre actualité, je vous invite à vous y inscrire sur notre site internet. Je vais laisser la parole à Diane pour faire l'introduction. Bonjour à tous. Alors, je suis désolée, déjà, j'ai pas beaucoup de voix, donc je m'excuse par avance et j'excuse aussi Isabelle Laudier, qui est responsable de l'Institut pour la recherche, mais qui n'a pas pu être présente avec nous ce matin. Donc, moi, je fais partie aussi de l'Institut pour la recherche. Je suis la directrice de projet sur les territoires. Donc, je m'occupe plus précisément de cette thématique-là. Alors, quelques mots sur l'Institut. En fait, l'Institut, c'est un service interne à la Caisse des dépôts qui soutient des projets de recherche dans les champs d'intervention stratégiques de la Caisse des dépôts et du groupe. L'idée étant d'alimenter les travaux stratégiques du groupe et d'aider nos métiers à mieux appréhender des nouvelles thématiques, des enjeux, des signaux faibles, avec un objectif de vision long terme. Et donc je suis pour ma part, moi, plus précisément sur les sujets territoriaux. Et donc dans ce cadre, on a décidé de soutenir en fait un projet de recherche-action sur la question des communs, donc qui va vous être présenté aujourd'hui. Alors pourquoi on a voulu travailler sur cette question et ça nous intéresse particulièrement? Tout d'abord parce que ces sujets en toile de fond de plusieurs recherches que nous avons pu soutenir depuis plusieurs années autour des sujets un peu de co-construction territoriale, de coopération territoriale, etc. On avait besoin de vraiment centrer des travaux sur cette notion parce que ce terme de commun, il est de plus en plus utilisé, un peu à tort et à travers, on peut dire. On parle de bien commun, d'intérêt commun, d'agir en commun. Et on avait vraiment envie de pouvoir capter exactement ce que revêt cette notion, ce qu'elle couvre cette notion, et puis aussi la manière dont les collectivités locales peuvent s'en emparer, puisque à la Banque des territoires, nous, nos partenaires sur les territoires, ce sont les collectivités. Donc on avait besoin de voir quelle est la place, quelle va être la place des collectivités locales dans les communs. Donc derrière cela, bien sûr, c'est la question à la fois de la sauvegarde des ressources, mais aussi des gouvernances qui se mettent en place. Donc, je vais laisser Nicole Alix, donc, qui est présidente de la COP des communs et qui a réalisé. Alors, vous imaginez bien qu'on est sur les communs, donc il y a eu un travail très, 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 très collectif. Donc, bien évidemment, on ne peut pas rassembler toutes les personnes qui ont travaillé sur ce sujet. Mais on a construit cette journée en essayant ce webinaire, pardon, en essayant de vous donner un peu les clés de compréhension de ce travail de recherche.
Bonjour, merci de nous accueillir dans ce lieu très agréable, transparent. Voilà, donc ceux qui sont à distance, je ne sais pas s'ils arrivent à voir qu'on est dans le ciel bleu et voilà, on a l'impression de flotter un peu ici au-dessus de la Seine. C'est assez merveilleux. Voilà, donc je suis Nicole Alix. J'ai avec d'autres, bien sûr, fondé il y a 7 ans maintenant une association, la COP des communs, que je vais présenter en un mot. Je vais être brève. En fait, ce qu'on va faire ce matin, c'est s'interroger ensemble, parce que j'ai bien entendu ce qui a été dit dans le diaporama de présentation du Hub des territoires. C'est pour promouvoir des solutions de demain. Alors vous allez voir que ce matin, nous, on va arriver avec autant de questions que de voies de solutions. En fait, nous, ce qu'on espère avec cette approche par les communs, que c'est une façon de poser des questions qui peut-être ouvre des espaces ou des voies de solutions qui sont un peu différentes. Parce qu'il n'échappera à personne qu'on a quelques petites choses à améliorer dans notre façon de vivre ensemble dans les territoires. Alors, un mot de la COP des communs avant de présenter la façon dont on va dérouler la matinée. Donc, c'est une association, je l'ai dit. Sa particularité, c'est qu'on regroupe à la fois des acteurs et des chercheurs, sans que, évidemment, la frontière soit particulièrement bien nette entre les deux. En fait, les gens viennent à la COP des communs pour se retrouver à poser ensemble des questions. Alors déjà, ça prend un certain temps pour essayer de bien déterminer quelles sont les questions qu'on se pose, parce que Diane l'a dit, en fait, sous ce terme de commun, il y a beaucoup de choses qui sont recouvertes. Et nous, ça nous intéresse beaucoup, ces mots valises. Hervé de Falvar, qui prendra la parole tout à l'heure, dit souvent qu'on travaille sur les incompréhensions spontanées qui naissent entre les gens. Voilà, donc c'est ça qui nous intéresse, les communs de solidarité qui allient la philosophie des communs et ses pratiques avec l'expérience de l'économie sociale et solidaire qu'un certain nombre d'entre nous connaissons depuis bien longtemps. Voilà, l'idée, c'est qu'on conforte les premiers, parce que c'est souvent un peu mouflou, les communs, et puis que peut-être on revitalise la deuxième, parce que voilà, on est toujours un peu critique chez nous. Donc voilà, et notre travail, c'est structurer une démarche apprenante, et on a fait cette démarche avec votre soutien. C'est aussi le moment de vous remercier pour ça, parce que on est une petite chose et on a quelques alliés et ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc l'exercice qu'on a fait et qu'on va vous présenter, il continue aujourd'hui, parce que la façon dont les intervenants vont présenter le travail réalisé, la façon dont vous allez réagir, à la fois ceux qui vont intervenir et ceux qui vont poser des questions, nous font progresser dans cette notion de pas de côté qu'on a souvent en tête, et qui nous amène à nous dire « Ah, voilà la façon dont les gens se posent des questions ou posent des questions », et ça nous fait travailler. Donc, il faut surtout que les participants à distance et ceux qui sont dans la salle n'hésitent pas à poser les questions, y compris de politiquement incorrectes qu'elles pourraient avoir envie de poser, ces personnes, parce que ça nous fait avancer. Voilà, donc moi, je vais simplement présenter un ou deux slides pour donner la parole à Hervé de Falvar, qui est donc l'une des personnes, lui il est chercheur, et ça n'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. On a travaillé aussi sur les communs de territoire pour la transition, et Hervé fait partie des acteurs, enfin des gens très actifs à la COP des communs. Il va présenter le travail et le cahier de recherche.
Ensuite, Sylvain Baudet. Alors, je remercie Sylvain parce que finalement, c'est un compagnon de route là maintenant. Et Sylvain a accepté de nous dire, alors moi, du côté de Territoire Conseil, j'espère que je ne me trompe pas, voilà ce à quoi ça me fait penser. On a des façons de travailler à Territoire Conseil qui me semble avoir quelque chose à voir avec cette approche par les communs. Et alors après, on aura un temps d'échange. Je ne sais plus si tu l'as dit, Diane, excusez-nous, on se tutoie finalement parce qu'on a l'habitude maintenant de travailler ensemble. Ce qui nous intéresse, c'est que d'abord, vous pouvez poser les questions dans le chat, c'est comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe pour les personnes qui sont sur place. Est-ce qu'elles peuvent prendre la parole ou est-ce qu'elles doivent aussi... Ils lèvent la main. Non, bien sûr, ils peuvent prendre la parole ici, voilà. Et ce qui nous intéresse sûrement, c'est que dans le processus, vous vous posiez la question de à quoi ça vous fait penser ? À quoi ça vous fait penser dans votre propre démarche ? Parce que dans les participants, il y a à la fois des gens des collectivités locales et des gens qui ne sont pas forcément travaillent ou élus dans les collectivités locales. Donc, est-ce que vous avez identifié un projet qui, pour vous, s'inscrit dans cette approche par les communs ? Voilà, on aura ce temps autour de vos questions. Et ensuite, deux personnes qui travaillent dans des collectivités locales. Isabelle Bagdasarian, qui n'est pas là pour représenter sa structure, mais qui se trouve être fonctionnaire territorial dans un département et qui a participé à l'étude, interrogera Xavier Perrin, qui lui est à Grenoble et directeur d'un projet qui s'appelle Commun Ville de Grenoble. Et puis ensuite, on aura le temps d'échange et puis on essaiera pour 10h30 de finir en se disant, bon, on a posé un certain nombre de questions, qu'est-ce qu'on fait après ? Je n'ai pas présenté toutes les personnes qui ont participé à l'étude parce que ça serait trop fastidieux, mais ils et elles sont là et c'est une occasion pour moi de les remercier. Leur nom est sur le cahier de recherche dont on n'a peut-être pas encore bien signalé l'existence, mais qui est là. Voilà. Alors, on va mettre le lien dans le chat. Vous pouvez le récupérer, le télécharger sur le site de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. Voilà, donc je vais juste lancer le premier slide qui introduit Hervé. Donc, si vous voulez bien le dérouler, je crois que la COP des communs, voilà, j'ai mis... Alors, hop, voilà, on reste sur... voilà, donc ça, c'était les groupes de travail de la COP des communs. On pourra y revenir après, ça n'a pas d'importance. Transition écologique et solidaire, l'approche par les communs s'intéresse à la relation fonctionnelle entre acteurs publics et acteurs de la société civile qui rend possible la co-construction d'une vision et d'une gouvernance partagée. Alors, comme on disait quand j'étais plus jeune, mais ça, c'est pas complètement de la tarte. Hein. Alors, du coup, je passe la parole à Hervé de Falvar qui va venir sur les fauteuils. Et moi, je reste là, Diane ? Ouais. Oui, peut-être. Faut appuyer. Tu prends un micro et puis il faut appuyer sur le bouton. Merci Nicole pour me passer la parole. Merci donc au Hub des Territoires et à la Banque des Territoires d'avoir organisé cette matinale. Donc moi je suis Hervé de Falvar, je suis maître de conférence en économie à l'université Gustave Eiffel où depuis un peu plus de 10 ans je suis responsable de la chaire d'économie sociale et solidaire et un membre compagnon de la COP des communs depuis sa création à Cerisy en 2016. Alors, je vais présenter notre travail qui a donné lieu à un cahier de recherche publié donc, par la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et la COP des communs. Je vais le présenter, alors moins en me référant aux slides qui sont présentés, mais de manière complémentaire, avec comme objectif de vraiment m'adresser plutôt aux collectivités territoriales, à leurs élus, à leurs agents et à tous ceux qui s'intéressent à notre question de départ qui était finalement, aujourd'hui émerge des communs
hybrides ou des communs mixtes, c'est-à-dire dans lesquels les collectivités territoriales sont partie prenante. Alors qu'au départ, on peut avoir une vision des communs qui les distingue à la fois comme mode d'organisation des activités du marché d'un côté et de l'État et des institutions publiques de l'autre. Alors cette hybridation soulève déjà des questions par rapport aux communs. Est-ce que ce sont encore des communs lorsque les collectivités territoriales sont partie prenante des communs? Donc c'est un peu avec ce questionnement que nous sommes rentrés dans ce groupe de travail et dans cette étude et pour la mener avec cette approche par les communs, nous avons auditionné un certain nombre de cas qui nous sont apparus relevés de cette hybridation des communs avec des collectivités territoriales. Et au fil et à mesure de ces auditions que nous avons menées, deux axes se sont révélés comme structurants de cette affaire. La question, le rôle des personnes à partir de leurs institutions, mais parfois en décalage avec leurs institutions. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, l'importance du processus qui, on le verra, soulève un certain nombre de questions, ce processus, par rapport à ce qu'il en est des communs. Alors, peut-être pour avoir, par rapport à ces 7 ou 8 cas auditionnés, qu'en est-il au point de départ de ce processus par rapport à cette relation entre commoneurs de la société civile et collectivités territoriales? Eh bien, on peut avoir finalement trois configurations différentes. Des configurations où au départ, le processus n'est pas porté par des collectivités territoriales, elles sont absentes du point de départ. C'est le cas par exemple pour le pacte pastoral intercommunal dans les Cévennes, où là c'est plutôt un binôme chercheur-éleveur, où les éleveurs, notamment les ceux qui s'implantent sur ce territoire, éleveurs, ont un problème d'accès aux landes privées des Cévennes. Donc ça, c'est le binôme de départ. Ou encore pour la forêt d'Autrèche avec le tiers-lieu l'Ermitage. Là, c'est plutôt la direction de ce tiers-lieu qui porte le projet que la forêt dont elle est propriétaire et qui correspond à des multi-usages, randonneurs, chasseurs, centres équestres, puisse construire ces usages en commun et avoir une gouvernance commune de cette forêt privée. Donc là non plus, il n'y a pas les collectivités territoriales. Et puis, une seconde configuration, c'est des processus qui, au départ, sont portés, cette fois, par les collectivités territoriales. C'est le cas à Grenoble, où le processus est porté au sein de la mission commun à Grenoble par un agent, Xavier Perrin, qui sera avec nous ce matin, et une élue, avec une inspiration du côté du municipalisme des communs, aussi bien côté Barcelone que côté Bologne. Et puis, c'est le cas aussi à Thiers, où là, il y a un portage par la mairie, notamment avec un élu qui est devenu depuis maire, Stéphane Rodier, qui est à l'initiative, notamment, de l'expérimentation Territoire zéro chômeur, mais aussi d'autres volets sur ce territoire de Thiers qui relèvent des communs. Et puis nous avons des configurations hybrides où au départ, nous avons ce binôme société civile, collectivité territoriale. C'est le cas à Lezoux, où là, l'enjeu, c'est la création, le design d'un skate park, et avec à la fois des chercheurs dans une association, et puis la mairie de Lezoux. Donc là, il y a bien au départ une initiative, une impulsion qui est faite par un binôme, mairie de Lezoux, des chercheurs, pour concevoir un skatepark selon une approche par les communs, et on verra ce qu'il en est de sa réalisation une fois que le design de ce skatepark a été produit selon cette approche par les communs. Donc voilà les 3 cas de configuration, et finalement cela nous amène ensuite, et donc on voit les rôles différents des personnes et des institutions dans ce point de départ. Et ensuite, qu'en est-il du processus qui, à partir de ce point de départ, va se... Alors, avec une première question, c'est lorsque la collectivité territoriale n'est pas au départ, comment elle va rentrer dans ce processus? Alors, elle va rentrer de manière importante pour le pacte pastoral intercommunal, puisque ça va être un outil intercommunal qui va porter juridiquement la réalisation du commun. Donc là, il y a vraiment une entrée de la collectivité territoriale tout à fait qui devient centrale quasiment ensuite.
Et puis, il y a pour l'instant, l'Ermitage, l'entrée par rapport à ce processus, c'est un peu sur la pointe des pieds, parce qu'au début, la collectivité territoriale, elle avait plutôt pensé qu'on venait la chercher par rapport à du financement, pour un transfert de charges. Et donc, mais finalement, peu à peu, la collectivité territoriale s'acclimate à cette philosophie des communs et commence à prendre part. Donc on a des processus de cette manière. Après, de l'autre côté, lorsque ce sont les collectivités territoriales qui sont à l'initiative, comment ils rentrent la société civile dans ce processus. Et là, nous avons des configurations différentes. À Grenoble, c'est autour des chantiers participatifs, avec ce modèle qui est inspiré du pacte de collaboration de Bologne. À Thiers, eh bien, ça se fait avec les entreprises à but d'emploi, qui sont soit des associations, soit une SIC, et où là, eh bien, si c'est la SIC, on voit que la SIC va porter cette association, cet alliage collectivité territoriale, société civile. Donc il y a des configurations très différentes. Alors ce qui est intéressant par rapport à ce processus, du point de vue des communs, c'est qu'il a une forte indétermination. À bien des égards. Il a une indétermination par rapport à la constitution et à la stabilisation du commun. Est-ce que ce processus va bien nous amener vers la construction d'un commun? Et là, il y a des points d'interrogation. Par exemple, si on prend la question du skatepark à Lezoux, autant pour ce qui est du design, il y a eu tout un processus de participation à la fois des habitants et des jeunes, notamment par rapport au skatepark via les médiathèques, mais aussi de ceux qui allaient apporter les matériaux pour réaliser le skatepark. Donc des entreprises locales avec des matériaux recyclés, puisqu'il y avait cette dimension qui est à peu près présente dans tous nos cas de la transition écologique. Donc il y a bien eu une construction, un processus au niveau du design qui a amené cette approche par les communs. Par contre, il y a une indétermination sur une fois que le skatepark va être construit. Est-ce que le fonctionnement du skatepark va bien relever des communs ou est-ce que ce ne sera pas un outil municipal classique? Et là, il y a un point d'interrogation. Les chercheurs, notamment, se disant que ce n'est plus leur affaire. Ils ont été mercenaires des communs, c'est leur expression. Mais ensuite, donc il y a une indétermination là par rapport à ce processus. Et puis, il y a une indétermination aussi qui est est-ce que ce sont bien des communs? Et là, il y a des interprétations différentes au sein de notre groupe, dans les discussions. Donc, il n'y a pas... Au départ, on était un peu parti avec l'idée d'aller au commun, comme on va aux champignons, au girolles, mais en fait, ce n'est pas du tout la même chose, puisque au girolles, on peut savoir si c'en est ou si c'en est pas de manière assez objective. Là, avec les communs, il y a de l'interprétation. Par exemple, le fait, comme j'ai dit tout à l'heure, que le pacte pastoral intercommunal donc, donne la main ou la position centrale à l'intercommunalité, y compris pour ensuite l'ingénierie territoriale de ce pacte, eh bien, peut avoir comme conséquence que pour certains, ce n'est plus un commun, puisque c'est vraiment c'est trop municipalisé, en tout cas là, par rapport à une intercommunalité. Donc il y a des discussions qui se tiennent aussi par rapport à cette question des communs, où c'est pour ça qu'on ne part pas sur des définitions, on part plutôt sur un faisceau d'éléments que ce soit la propriété, les usages, l'autogouvernement, qui permet de dire oui, ça relève des communs, mais ça n'est jamais stabilisé et c'est toujours un peu en discussion. Les enseignements que l'on peut tirer à la croisée de ces deux axes, le rôle des personnes à partir de leurs institutions est souvent un peu en décalage, ou en tout cas par rapport avec des positions d'innovation dans leur institution, et puis de l'autre côté, le processus, on peut les ranger, ces enseignements, selon trois types d'enseignements. Le premier, c'est par rapport aux outils juridiques. Là, on a été relativement surpris de voir combien ces processus vont s'appuyer sur des outils juridiques existants ou sur des évolutions d'outils juridiques. Et donc, de ce point de vue, il y a une base juridique qui est assez intéressante dans ces exemples. Donc, il y a le droit négocié, ça c'est du côté du pacte Cévenol, du pacte pastoral intercommunal dans les Cévennes, avec ce pacte déjà intercommunal et qui
produit un droit négocié, toujours en cours de conception, mais voilà, qui donc là une amorce d'un principe juridique qui est celui du droit négocié. Il y a, donc j'ai parlé de la SIC, voilà, qui est un outil juridique aussi qui permet d'être un support pour ces communs hybridés avec des collectivités territoriales. Il y a à Grenoble le pacte de coopération avec un statut particulier pour les bénévoles qui sont sur les chantiers participatifs avec une création. Donc là, il y a voilà, une pluralité d'outils juridiques qui sont mobilisés avec plus ou moins d'innovation, mais déjà il y a une base juridique qui est assez intéressante pour construire, pour s'engager via cette approche par les communs dans ce processus où finalement le commun c'est un inconnu désirable, ce qu'on dit du côté de l'école des mines, le commun c'est un inconnu désirable, c'est-à-dire voilà, on n'en a pas une définition de départ précise, on sait le désir qu'on a, mais et c'est le processus lui-même qui va faire émerger la configuration du commun ou pas. Le deuxième enseignement qui nous est apparu, il concerne le modèle économique, les outils de gestion. Alors là, par différence, c'est plutôt un angle mort. Alors, il y a eu beaucoup de difficultés à faire ressortir quel est le modèle économique de ces constructions, quels en sont les outils de gestion. Ça n'a pas été abordé de manière, on peut le dire, frontale et même dans les marges. C'est vraiment, il a fallu aller chercher un peu ces informations, ce qui signale là une difficulté de financement, notamment de l'ingénierie territoriale pour développer de tels processus et aussi des outils de gestion et la mesure. Donc on a ici tout un volet là qui est voilà, en construction ou voilà, par rapport à un volet qui est pour nous à investir. Comment avancer dans ces modèles économiques d'un objet qui est encore assez indéterminé. Et puis, le troisième enseignement, et j'en aurai terminé, c'est la démocratie. On a vraiment, avec ces processus, un renouvellement de la démocratie. Et non pas d'une démocratie participative, mais une démocratie qui est portée finalement par les communs, qui est largement une démocratie du faire. Donc c'est parce qu'on va faire ensemble qu'on se met autour de la table et qu'on va peut-être décider ensemble de ce qu'on va faire ensemble. Mais c'est vraiment une démocratie du faire, c'est à partir d'un positionnement, de faire une action ensemble, que ce soit la forêt, que ce soit la question pastorale, que ce soit la question territoire zéro chômeur, voilà, faire un territoire zéro chômeur, faire le pastoralisme de telle sorte que les usages soient harmonisés entre les différentes parties prenantes, voilà, faire ensemble. Et c'est parce qu'on s'engage à faire ensemble qu'on va décider ensemble. Donc on casse cette un peu dichotomie entre ceux qui décident et ceux qui font, et ça renouvelle la démocratie à travers cette co-construction de ces communs hybridés par les collectivités territoriales. Et ça nous est apparu extrêmement important, cet enjeu sur une démocratie dont beaucoup d'indicateurs nous disent qu'elle est en panne. Merci beaucoup Hervé. Donc notre idée c'est de demander maintenant à Sylvain Baudet, moi je vais peut-être me pousser pour lui laisser une place plus centrale. Où tu viens là, voilà. Donc, nous parler de la façon dont Territoire Conseil, et toi peut-être au sein de Territoire Conseil, réagissez à ça, et qu'est-ce qui est dans vos pratiques, vous pensez pour raccrocher au dispositif. Puis, alors du coup, je redis bien aux participants qu'ils commencent à poser leurs questions. Je ne sais pas si ça commence à arriver, voilà. Donc Sylvain, c'est à toi, tu as 10 minutes, voilà, si tu veux bien. Peut-être rappeler tout d'abord que Territoire... Ouais. Ah oui, il faut que tu appuies, peut-être que c'est moi qui... Voilà. Voilà, ça marche. Oui, peut-être rappeler tout d'abord, puisque
tu parles de territoire conseil. Ce qu'est territoire conseil, c'est un service d'appui, d'accompagnement et d'ingénierie qui s'adresse aux collectivités territoriales. Et moi, je suis en charge plutôt des questions de ruralité au sein de territoire conseil. Donc mes interlocuteurs du quotidien, ce sont les collectivités territoriales du milieu rural, donc qui viennent à nous, qui nous sollicitent pour des besoins d'accompagnement sur l'émergence de projets. Et cette question des communs, elle nous interpelle, et on a aussi été, nous, amenés à faire évoluer nos méthodes d'approche, ouvrir aussi sur ce qu'on appelle les démarches multi-acteurs, donc qui engagent les acteurs publics, les acteurs privés dans des démarches qui relèvent ni de l'action publique pure, ni de l'entrepreneuriat classique tel qu'on le connaît communément. Donc c'est là où cette notion de commun s'immisce d'une certaine manière. Et au départ, donc, ce concept des biens communs, finalement, c'est peut-être le point de départ que j'aurais envie de prendre. Il est assez récent, hein. Aujourd'hui, en tout cas, Elinor Ostrom, avec son prix Nobel en 2009, l'a révélé, l'a fait connaître, popularisé, mais d'abord dans la sphère avant tout essentiellement académique, universitaire, et de la théorie économique à l'appropriation par les élus et les praticiens du développement local. Il y a un chemin qui est long et qui est pas tout tracé. Donc ça, c'est le premier point que je voulais énoncer. Donc ça reste une notion assez nouvelle dans le milieu des collectivités territoriales et des acteurs locaux, qui reste encore, il faut bien le dire, assez peu appropriée globalement, qui est encore nébuleuse pour beaucoup, qui est parfois perçue comme un truc de bobo parisien, pour certains un peu fumeux, voire parfois, comme je l'ai entendu dans la bouche d'un maire tout récemment. En tout cas, un concept qui est mal appréhendé, plutôt parfois aussi assimilé au bien public. Donc là, il y a aussi des confusions et des choses peut-être qu'il faut préciser, mieux appréhender. Ou encore, on entend souvent par des personnes plutôt ouvertes au concept et à la notion. Eh bien oui, l'eau, c'est un bien commun, ou l'alimentation, c'est un bien commun, sans nécessairement aller plus loin, et surtout sans tirer le fil de ce que cela peut signifier en termes d'approche, d'une gouvernance commune, partagée, des règles communes à définir pour assurer justement la gestion et la valorisation de la ressource que l'on a en commun. Donc voilà, donc cette notion, on voit bien. Alors, il y a Jean-Claude Ponce, qui est élu d'une petite mairie qui s'appelle dans l'Aude, qui s'appelle Luc-sur-Aude, qui était présent au dernier congrès de la MRF qui s'est tenu la semaine dernière, donc c'est tout récent, nous disant que finalement, ce sont des notions qui nous sont pourtant familières depuis assez longtemps, et il nous parlait du cas des AOC. Et les AOC, ce sont bien des construits collectifs, au départ fondés sur des ressources singulières, propres à des territoires, avec des acteurs de filières économiques qui s'organisent sur le comté, sur le Roquefort, et pour valoriser une ressource qu'ils ont en partage et pour laquelle ils vont définir un cahier des charges fondé sur des règles communes pour en assurer donc ensuite une gestion durable qui va profiter à tous. Donc, voilà, donc ça c'est un point qu'il avait souhaité mettre en avant et que je trouve intéressant. Et au-delà, on sent bien aujourd'hui aussi qu'il y a un chemin qui s'ouvre sur cette notion des communs, tout simplement aussi parce qu'on se heurte aux limites de l'action publique classique sur beaucoup de sujets, et notamment sur les sujets de la transition écologique, avec des nouveaux modèles d'action et d'organisation à inventer. Et ça, on sent que de plus en plus d'acteurs, de plus en plus d'élus prennent conscience de cela, et qu'il va falloir innover dans les méthodes, dans les approches. Et donc, avec des communs qui sont donc de plus en plus perçus comme une voie possible de résolution des problèmes auxquels les collectivités sont confrontées, et un intérêt, et ça se traduit même de manière assez concrète, hein,
Pour illustrer cela, j'en reviens au congrès des élus ruraux qui s'est tenu la semaine dernière, et des travaux qui ont pu être engagés dans le cadre de ce qu'ils ont appelé le grand atelier des maires pour la transition écologique. Une démarche initiée tout récemment et qui a été menée sur le premier semestre 2023, qui engageait une centaine d'élus réunis sur 4 week-ends à Paris en atelier pour réfléchir collectivement, se projeter et construire finalement un socle commun, une vision autour des enjeux de la transition écologique. Et donc, parmi les conclusions, la synthèse de ce travail a été organisée autour de 3 axes. Donc, un premier axe qui touchait à des questions classiques, le renouvelable, la sobriété énergétique. Un deuxième axe qui portait sur les leviers d'action et les ressources pour la transition des territoires ruraux. Et un troisième axe qui portait sur les biens communs, les biens communs naturels et les aménités rurales au service de la transition écologique. Donc un axe fort, mis en avant, qui a été abondamment commenté, et qui, dans l'esprit des concepteurs qui ont porté cette initiative, devait encore être approfondie. Puisque l'approche initiale, c'était de dire, finalement, l'eau, encore une fois, l'eau, l'alimentation, ce sont des biens communs, mais sans nécessairement dérouler tout ce que ça peut signifier en termes d'approche nouvelle, renouvelée, de la part des collectivités territoriales notamment. Donc c'est quand même quelque chose qui progresse, avec un programme d'action à construire sur le sujet, avec bien le sentiment des acteurs de la nécessité de devoir creuser encore et outiller surtout sur le plan méthodologique, peut-être également sur d'autres aspects, cette notion de bien commun, de la manière de les porter sur les territoires. Voilà, la deuxième illustration peut-être de cette montée en puissance de la notion de bien commun, ce sont les interpellations, les sollicitations que nous recevons au quotidien au sein de Territoires Conseil, et qui nous amènent encore une fois à renouveler nos approches, nos outils, nos méthodes. Et nous, cette notion-là, on l'aborde. Alors, on n'a pas appelé ça au départ les biens communs, on a appelé ça l'entrepreneuriat de territoire. L'entrepreneuriat de territoire, c'est justement ce dont je parlais tout à l'heure, ces démarches multi-acteurs, multi-partenariales, qui requestionnent aussi la place de l'élu, qui nécessitent d'investir des sujets un peu nouveaux, les notions de coopération territoriale, les notions de confiance, comment on crée de la confiance sur les territoires, comment des collectivités territoriales doivent se positionner dans leur écosystème. Et donc ça, c'est toute une évolution aussi culturelle qu'il faut aborder. Et on les décline sous forme de webinaires qui ont un succès toujours renouvelé sur ces sujets-là. Donc on voit bien l'appétence des acteurs, des élus locaux autour de ces questions-là. Et pour illustrer aussi très concrètement sur le type d'accompagnement que l'on peut mener, je citerai peut-être simplement un exemple qui est aussi, me semble-t-il, illustratif de l'évolution des approches autour des communs. C'est un projet, Hervé de Falvar a cité plusieurs projets dans lesquels les collectivités territoriales sont partie prenante à différents égards. Je citerai donc le cas de la pollution par les algues vertes dans la baie de Saint-Brieuc. On en a déjà parlé, mais je pense que c'est un sujet assez illustratif et assez intéressant. Alors, il n'a pas aujourd'hui toutes les réponses aux questions qui sont posées, mais la problématique, elle est celle-là. Donc, problématique des algues vertes, donc problème environnemental, qui a des impacts évidemment sur l'environnement, sur le tourisme, sur la santé publique, et des élus, donc en l'occurrence c'est la communauté d'agglomération qui s'est emparée de ces sujets-là, avec l'idée de faire évoluer les pratiques culturelles des agriculteurs présents dans la baie de Saint-Brieuc. Et donc l'idée qui a été mise en avant, c'était de structurer une filière autour de la valorisation de la luzerne. Parce que la luzerne a des capacités de captation de l'azote. On sait que la pollution par les algues vertes est liée
aux fuites d'azote liées à la présence de l'activité, enfin de porcine sur le territoire. Et donc, pour pouvoir limiter ces effets, l'idée, c'est de pouvoir développer la culture de luzerne sur les territoires qui a un pouvoir captant et de rétention de l'azote sur les territoires pour éviter les fuites dans la baie de Saint-Brieuc. Donc tout ceci nécessite bien évidemment d'emporter l'adhésion de l'ensemble des agriculteurs, en tout cas d'une partie suffisamment importante pour faire évoluer et avoir des impacts réels sur l'évolution de la pollution des eaux. Et donc c'est toute une démarche pour laquelle nous on a été sollicités et que l'on accompagne, donc avec des rendez-vous avec les agriculteurs, avec l'idée derrière de les emmener dans un projet d'usine de déshydratation, donc avec un investissement très lourd en l'occurrence, c'est plus d'une vingtaine de millions d'euros qui sont prévus, mais qui nécessitent l'engagement des acteurs dans un projet qu'on souhaite mettre en œuvre sous la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif. Donc on est bien là dans un projet qui s'inspire de l'approche par les communs, me semble-t-il, et avec des innovations à engager pour pouvoir emporter l'adhésion des acteurs, de l'ensemble des acteurs, à commencer par les producteurs locaux qui sont au premier chef intéressés. Merci Sylvain. Bon, alors finalement, il n'y a pas que des bobos qui s'occupent des communs, ou alors il y a beaucoup de bobos dans les territoires ruraux. Finalement, ils sont voilà. Non, on est vraiment dans le vif du sujet, je trouve. Et merci à tous les deux. Et comment on fait là, Diane? C'est toi qui présente les questions des participants, parce que bien sûr, nous, on est capable de rebondir, mais peut-être Hervé, si tu peux venir oui. aussi, comme ça te permettra de répondre. Alors. D'abord, une petite question technique. Sylvain, penses-tu que le compte-rendu du séminaire des maires ruraux est disponible, donc notamment sur le volet bien commun, ou pas? Je crois qu'il est disponible en ligne dès à présent. En tout cas, il y a eu un article réalisé chez nous, à Localtis, ouais. avec un lien sur la synthèse des résultats de ces travaux. Si on est preneur, hein. Ouais. Bah, je sais pas comment on fera, mais on essaiera de vous l'envoyer, de le retrouver, de vous l'envoyer. Alors, deux premières questions. Quel processus pour la préservation des terres nourricières et quelles actions pour la résilience alimentaire, le lien que vous faites entre les communs et la résilience alimentaire? Peut-être à travers des exemples ou... Pas donner toutes les questions? Je sais pas, parce que comme vous voulez, ouais, bien sûr. Je sais pas. On va faire comme ça, ce sera peut-être parce que mieux. Sinon, peut-être, ou alors, je me demande si c'est des questions de méthode sur lesquelles on peut peut-être rebondir. Alors, il y a cette question de la résilience alimentaire. Oui. Et alors après, je pense que c'était au moment de l'intervention d'Hervé, une personne qui disait, au fond, est-ce que ça a de l'importance que le résultat ne reste pas forcément un commun? Peut-être que selon les cas, cela a plus de sens et de pertinence que cela devienne, par exemple, un outil municipal. Donc, je pense que ça faisait référence au skatepark. Est-ce que ce qui compte, ça n'est pas de vérifier que le groupe est bien OK sur le choix final? Et puis, en expérimentation, il faut aussi accepter de se tromper et de modifier un choix à la lumière de la réalité du vécu et de l'outil. Voilà, je continue. Alors après, on avait une référence un peu... sur l'origine des communs, et alors je ne sais pas si on va pouvoir répondre ou ce qu'on en fait, mais peut-on assimiler les communs aux banalités du Moyen-Âge? Et il y a quelqu'un qui a réagi en mettant une référence au livre de Jean-François Drapry sur le fait associatif dans l'Occident médiéval de l'émergence des communs à la suprématie des marchés. Alors je continue sur les questions. Est-ce que les démarches participatives comme les COP régionales peuvent être considérées comme des communs selon vous? Travaillez-vous avec des experts en sciences humaines, sciences sociales pour identifier les freins, les résistances des individus et des groupes dans ce type de démarche d'intelligence collective? Alors bien sûr, une question sur les tiers-lieux. Les tiers-lieux ne sont-ils pas par définition des communs? En créant localement de l'activité et du lien social, pourtant les modèles de co-construction et de co-gestion via SIC ou autres y occupent-ils vraiment une part significative? On peut peut-être... on s'arrête là, et puis après il y avait une petite référence sur la MRF, mais ok, peut-être après et puis peut-être que quand il y a aussi les personnes Hervé, qui sont... tu veux bien
rebondir, donner Oui. en tout cas des clés de compréhension? Oui, alors au moins sur deux des questions que j'ai captées comme ça. La première, donc par rapport aux enjeux par rapport à l'alimentation, hein, qu'a aussi évoqué Sylvain. Alors, il y a des expérimentations aujourd'hui qui se développent en France, qui je crois s'appellent le territoire à vivre, hein, et qui sont très en lien avec l'alimentation par rapport aux cantines scolaires. Hein. Et donc là, il y a beaucoup, notamment à Montpellier, hein, de démarches qui relèvent de ce qu'on appelle l'approche par les communs ou les collectivités territoriales avec les agriculteurs locaux, mais aussi avec les parents d'élèves, souvent discutent ensemble de voir comment les pratiques peuvent évoluer, hein, et comment, avec comme finalité d'avoir une ressource mise en commun, une ressource locale mise en commun et manger dans les cantines. Donc là, effectivement, il y a tout un volet d'action aujourd'hui qui se met en place. Je sais que le département en Dordogne a impulsé aussi une démarche importante par rapport au collège, puisque les départements, c'est par rapport au collège. Donc là, voilà, il y a un point d'entrée par rapport à cette question de l'alimentation, c'en est qu'un, c'est les cantines scolaires, la restauration collective. Pour prendre un exemple du lien entre alimentation aujourd'hui et ces démarches de commun hybridées entre des acteurs différents, que ça peut être les consommateurs en tant que dans les cantines et puis agriculteurs locaux et évidemment dans une démarche d'agriculture bio. Hein, on favorise ici une agriculture de qualité bio et en circuit court. Je suis tout à fait d'accord avec la remarque qui dit si le processus n'aboutit pas à un commun mais à un outil municipal un peu classique, effectivement, ce n'est pas on a vraiment découvert ce qu'il faut laisser ouvert, c'est le processus. Hein, et puis le processus, et il n'y a pas de, pour ça on peut pas avoir, c'est peut-être pour ça qu'il y a une difficulté au niveau du modèle économique, c'est-à-dire que et des outils de gestion, on peut pas avoir une solution clé en main. C'est vraiment les territoires, les configurations sont différentes et il y a une multiplicité de processus par rapport à leur orientation, à cette question de la stabilisation ou du point d'arrivée. Donc effectivement, je suis d'accord que ce n'est pas un échec que ça soit ensuite un outil municipal. Cet outil municipal va sans doute, de toute manière, retenir en mémoire la manière dont il a été construit. Donc ça sera différent sans doute qu'un outil municipal qui n'aurait pas été construit selon cette démarche-là. Moi, je veux bien rajouter un point sur le fait que, comme Hervé l'a souligné, on est vraiment toujours dans des zones qui sont plus ou moins stables. Hein, et que c'est en fait cette négociation permanente qui peut-être est fatigante déjà et qui fait en sorte que la place des personnes est extrêmement importante et que parfois du côté des collectivités publiques on puisse se dire que c'est pas très rassurant. Je rebondis sur ce que Sylvain a dit à propos des AOC et une remarque que Pierre-François Bernard, avec qui je crois vous travaillez beaucoup et qui est un monsieur vraiment remarquable. Alors Pierre-François Bernard, il est élu dans je sais pas où, quelque part dans le Jura, je sais pas comment ça s'appelle, et vu de mon point de vue à moi, c'est la personne qui a justement aidé à concevoir la filière comté dans le Jura. Et Pierre-François Bernard, dans notre travail, est venu et a témoigné du fait que ce qui avait été construit autour de l'AOC comté et de la filière comté était désormais remis en travail parce que finalement ça prend une place dans le territoire qui fait en sorte que il y a des gens qui disent ah oui mais dans le territoire il n'y en a pas que pour le comté quoi. Et du coup on repart dans un processus de négociation et pour nous c'est un lien avec la question de la transition parce que ou de la transformation. Je crois que vous parlez plutôt de transformation maintenant dans le groupe que de transition. Mais en tout cas, cette instabilité permanente qu'il faut quand même
à un moment donné stabilisé parce qu'on ne peut pas vivre dans des... dans des zones d'incertitude. Et pour autant, il faut qu'on sache prendre des décisions en milieu incertain. Les groupes ont besoin de décisions et ont besoin d'être en négociation. Voilà. Donc, c'est effectivement ces modèles-là qu'on a du mal, à peut-être juridiquement un peu moins stabiliser que sur le plan économique, comme tu le disais, Hervé. Voilà, une façon de peut-être répondre aussi. Et du coup, je me permets parce que il y a une personne de Terre de Liens qui nous interpelle sur la question agricole, donc je me permets de lire ce qu'elle nous a envoyé, qui nous dit qu'à Terre de Liens, nous travaillons sur la question de la terre agricole en tant que commun. Nous participons à un collectif appelé Collectif Foncier en Commun, qui travaille depuis début 2021 sur la question des communs en agriculture. Pour l'instant, nous valorisons les initiatives foncières agricoles citoyennes qui permettent l'installation de nouveaux agriculteurs et agricultrices. La gestion et la gouvernance de ces nouvelles fermes tendent vers une gestion de commun, même si cela est compliqué avec le droit rural actuel. Nous essayons de créer des proto-communs. Voilà. Je ne sais pas si vous... Cette notion de proto-commun, c'est quelque chose qui nous intéresse, nous, dans notre projet de COP des communs. On a essayé d'expliquer ce qu'on fait. En fait, c'est souvent qu'on réagit à des situations, on essaye de... ensemble poser des diagnostics sur des situations qui nous sont proposées. On va d'ailleurs continuer sur les questions d'accès aux ressources et gouvernance territoriale. Donc, c'est vrai que s'il y avait des Terre de Liens, c'est une sorte de miroir, enfin de symbole en fait sur les communs. Le travail qui a été fait est absolument remarquable et on se dit effectivement que s'il y avait des proto-communs qui expliquaient un peu plus ce que ça peut être, ça serait intéressant. Mais il n'y a pas non plus un modèle tout fait qui pourrait s'appliquer, quel que soit le sujet traité et quels que soient les territoires. Oui, peut-être par rapport à Terre de Liens. Donc, je voudrais rebondir. L'atelier paysan, donc avec qui travaille Terre de Liens, dans son manifeste Reprendre la terre aux machines, il y a 2 ans, je crois aussi, ouvre sur cette perspective des communs comme étant une perspective. Mais peut-être pour sortir de cette dichotomie entre des bobos et qui donc ont sur l'alimentation, que ce soit les AMAP, ils parlent d'enfermement sociologique. Eux, la question qu'ils posent sur la table, et là on voit à quelle échelle les communs peuvent parfois correspondre, que si on est sur l'idée que l'ensemble de la population en France puisse accéder à une alimentation saine, locale, durable, il faut installer 1 million de paysans. Et donc, voilà comment on se met ensemble pour installer 1 million de paysans en France pour répondre à cet objectif. Là, ça, c'est évidemment une échelle de commun qui est assez impressionnante, mais qui est pourtant le défi que pose sur la table l'atelier paysan. Alors, moi, je voulais juste, avant qu'on passe à la séquence d'après, alors, il y a déjà 2 questions sur les traits. En gros, est-ce que si c'est une SIC, si c'est une COP régionale, si c'est un tiers-lieu, est-ce que c'est des communs? Je trouve que c'est une question intéressante à poser parce qu'on fait le lien assez rapidement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça? Alors, on peut peut-être le garder pour après, puis il y a Sylvain parce qu'il veut dire quelque chose. Sylvain, il peut répondre là-dessus. Je pense que c'est intéressant parce qu'on voit effectivement émerger, fleurir un peu partout des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc on peut se dire, voilà, c'est l'expression justement de ces nouvelles formes de démarches multi-acteurs, etc., autour de la notion de commun. Et ça s'inscrit, bien sûr, bien souvent dans cette dynamique-là. Pour autant, le statut juridique fait pas le processus. Et ce qui est en jeu, c'est plutôt le processus, comme l'a très bien dit Hervé. Mais bien souvent... ces dynamiques-là sont inspirées, en tout cas, par l'approche des communs. Et dans le champ de l'alimentation, je ne sais pas si on peut se contenter de dire qu'il y a des proto-communs. Je pense qu'il y a beaucoup de dynamiques dans lesquelles les collectivités s'engagent. Tous les projets alimentaires de territoire, il y en a plus d'aujourd'hui 300 qui sont reconnus au niveau national. Alors, on ne peut pas dire qu'elles s'inspirent toutes de la logique ou de la logique de construction portée par la vision des communs, mais il y en a quand même pas mal
qui sont quand même sur cette logique-là, qui sont vraiment des approches multi-acteurs avec des réalisations très concrètes où l'enjeu, c'est justement de réancrer l'alimentation sur les territoires, réancrer la valeur aussi, hein, parce que ça aussi, c'est un enjeu et c'est souvent par ce prisme-là que les collectivités s'embarquent dans ces démarches de commun. L'ancrage territorial, l'alimentation saine, et ça débouche effectivement sur la structuration notamment d'outils de transformation multi-acteurs qui justement ont pour finalité d'assurer une alimentation plus saine au profit et au bénéfice des habitants du territoire, avec aussi lorsqu'il y a des profits qui sont réalisés, qui sont réinjectés dans le projet pour pouvoir l'enrichir au bénéfice du territoire et de ses habitants. Donc on est bien là-dedans et je pense qu'on peut affirmer qu'il y a quand même une dynamique. Alors sur la question des tiers-lieux peut-être, puisque effectivement il y a beaucoup de démarches aussi de cette nature, notamment en milieu rural, qui sont pas des solutions qui sont proposées par des acteurs qui viennent proposer des services sur un territoire donné, mais qui sont bien des co-constructions. On parlait du projet de l'Ermitage, et on voit fleurir un peu partout sur les territoires des démarches un peu inspirées par les mêmes logiques qui se construisent en emportant les acteurs dans ces projets. Tout à fait. Alors, il y a quelques questions qui arrivent, mais on les gardera pour tout à l'heure, surtout comme on va avoir des témoignages de collectivités, ce sera très bien. Je voulais juste redire par rapport parce qu'il y a Fanny Lacroix, qui est vice-présidente de l'AMRF, qui réagit à ce que tu as présenté tout à l'heure, juste pour le dire. Donc, elle indique que l'AMRF souhaite aller plus loin dans l'exploration du concept sur l'année 2024, avec le groupe des 100 maires engagés pour la transition écologique. Et elle demande si une journée de travail pourrait être montée avec l'AMRF, la Banque des territoires et la COP des communs. Voilà. On va passer à la séquence suivante, qui est du coup un échange avec Isabelle Bagdassarian et Xavier Perrin, qui sont à distance, donc qui vont effectivement témoigner sur le sujet des villes, des villes et des communs, et qui vont du coup avoir la parole des collectivités. Bonjour à tous. Bonjour. Xavier également. On vous entend oui, bonjour. bien, vous pouvez y aller. Bien. Voilà, Xavier, si vous pouvez mettre votre caméra, ce sera plus sympa, mais si ça ne fonctionne pas, on vous entend, c'est déjà très bien. Bon, on va commencer. Alors normalement, elle est mise, mais c'est pas grave. Okay. On voit très bien Isabelle, du coup. Okay. On va le faire à l'aveugle. De travailler ensemble, de se voir pour la COP des communs. Donc moi, j'ai participé au COPIL de ce travail de la COP des communs là, sur collectivités locales et communs. Et un des exemples que l'on avait pris dans notre étude, c'était, comme l'a présenté Hervé, c'était la ville de Grenoble. Parce qu'en fait, la ville de Grenoble est connue et identifiée comme investie sur les communs depuis au moins 2016, je pense. Et ça nous a paru intéressant de profiter un peu de l'expérience de la ville. Par exemple, Xavier, on voyait que ça paraissait complexe de définir des communs. Est-ce que pour vous, ça a été un préalable de travailler sur cette définition-là des communs avant de lancer une action relevant des communs ? Alors, effectivement, on est passé par cette phase de définition. À l'époque, on travaillait avec assez rapidement des universitaires, des étudiants sur la ville. Effectivement, à l'époque, il y avait des thèses qui étaient en train d'être écrites. On était dans les années 2017. Il y avait Geneviève Fontaine qui finissait sa thèse sur les communs et qui avait notamment mis en place pas mal de critères un peu nouveaux parce qu'elle croisait les communs et les capacités d'Amartya Sen. Donc, avec nos étudiants et les chercheurs, effectivement, on est passé par une phase de recherche des girolles, là, enfin, ou des communs sur le territoire. Et
Et effectivement, on en est un peu revenu. Alors effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire parce que, comme ça a été bien précisé depuis le départ, cette question des processus finalement, a vite pris le relais sur, finalement la photographie, hein. On s'est rendu compte que ce qui était important, c'était pas tant de constater que tel ou tel, organisme, organisation était un commun, que de voir comment ça s'était construit. Et c'est là où effectivement, on se rend compte de la difficulté pour une collectivité d'être en mesure de suivre des processus en fait, à l'œuvre sur son territoire. Donc, heu, donc je pense que c'est une phase importante dans laquelle il ne faut pas s'enfermer, et après il faut effectivement se dire que devant l'immensité finalement de l'effervescence de commoning, effectivement il faut rester humble par rapport à ça et plutôt aller, je dirais un petit peu, à la pêche en fait de ces initiatives sans vouloir, forcément embrasser toute, cette, vitalité. Alors, si la définition des communs n'est pas un préalable nécessaire, indispensable, pour les collectivités pour se lancer, pour Grenoble, et le territoire de Grenoble, comment on pourrait décrire, la dynamique qui s'est mise, en place et qui est à l'origine, aujourd'hui de la politique publique? Est-ce qu'elle est venue plutôt, d'une volonté politique, d'élus, de techniciens ou de citoyens? Comment on pourrait, reconstituer un peu cette genèse, on va dire, de l'action publique là, sur les communs? Bien, en fait, le terme a été utilisé à un moment d'hybride. Je pense qu'elle est venue à la fois, du champ, la société civile, les citoyens et à la fois du champ politique. Puisqu'en fait, l'élu Anne-Sophie Olmos, là, qui est déléguée au commun, le dirait, hein, c'est que, cette démarche, en fait, elle est née pendant Nuit debout. Donc en fait, elle est née, en fait, de la rencontre, improbable entre des citoyens qui, par ailleurs, étaient élus et d'autres qui, effectivement, ne l'étaient pas et qui réfléchissaient la nuit, en fait, sur ces enjeux de commun. Donc on était, je crois, en 2016 et donc il y a eu à la fois une démarche, on va dire, de la société civile, en fait, avec la création d'une assemblée des communs et en même temps un travail mené par, cet élu au sein de la ville pour, porter, je dirais cette thématique et demander à la direction générale des services, de s'en emparer pour en faire une feuille de route. Donc, et les 2 démarches, en fait, depuis le départ, sont véritablement concomitantes, et avec beaucoup de points de rapprochement, des rendez-vous réguliers, entre ces deux, je dirais, ces 2 mouvements. Voilà, donc c'est vraiment hybride. Les techniciens, je dirais qu'à la différence d'autres collectivités, c'est pas forcément venu d'eux, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient des communs sans le savoir, entre guillemets, mais c'est pas eux qui portaient véritablement cette thématique, à une exception près peut-être. C'est-à-dire que, donc il y a cette hybridation, il y a cette volonté du collectif. Est-ce qu'il y avait donc des communs et une habitude de commun déjà sur le territoire, de Grenoble avant, 2016? Est-ce que c'est quelque chose de cette action collective, est-ce que c'était quelque chose qui était, déjà présent et connu pour les citoyens ou pour certains acteurs, Alors associatifs? bon, là encore, un petit peu dans la manière dont on a essayé de comprendre s'il y avait une genèse en fait à ce mouvement. Ce qu'on constate en fait, c'est que le territoire de Grenoble, mais je pense que bon, on en trouverait d'autres en France, hein, au 19e siècle a eu une effervescence en termes d'innovation, on va dire, sociale à travers, des mutualités, autour de la ganterie notamment, qui avaient créé vraiment des formes je sais pas, on appelait ça du socialisme municipal, enfin, ou des formes de municipalisme avant l'heure, enfin des mutuelles, des démarches en fait aussi d'appropriation finalement, dans des compétitivités qui peuvent y avoir aussi avec d'autres grandes villes, s'approprier entre guillemets la gestion des biens communs, en faire véritablement des instances en fait, relativement ouvertes et qui ont donné lieu à des gros, je dirais de la gestion d'entreprises autour de l'énergie, de l'eau qui sont assez réputées, et qui dépassent le cadre de la ville. Et donc, il y a effectivement, peut-être cette histoire un peu ancienne. Après, il y a effectivement, on en parle un petit peu là, mais je pense pas que ça soit vraiment descendu des montagnes, mais il y a une forte tradition dans les Alpes, enfin, je veux dire de gestion par les communs, des choses qu'on redécouvre aujourd'hui. Et puis, effectivement, je dirais que le vivier, c'est peut-être, dans la dernière phase d'émergence des communs, c'est quand même une phase qui est plus urbaine. Donc, ce qu'on appelle les communs urbains, c'est-à-dire, autour du droit à la ville, de la volonté de prendre soin de la ville,
Et donc celle-là qui est quand même assez récente. Il ne faudrait pas oublier, elle a été assez active il y a quelques années, une dimension autour des communs numériques, puisqu'en fait c'est un territoire qui est assez marqué par la technologie. Et donc il y a aussi cette branche, parce qu'il y a beaucoup de branches dans les communs, on s'y perd un peu, hein, entre les communs de territoire, les communs plutôt de urbains, et puis ces communs par exemple numériques ou de la connaissance. Là je dirais qu'il y avait aussi voilà, ce morceau du faisceau dont a parlé M. de Falvar. Oui, en effet, on a vu que c'était un champ vaste et qu'on pouvait appliquer les communs et avoir une approche par les communs dans beaucoup de domaines. Pour une collectivité territoriale, en fait, composer une politique publique sur les communs, ça voudrait dire prendre quel type de décision ou se doter de quels outils ou de quel élément. Aujourd'hui, à Grenoble, pour la ville de Grenoble, c'est quoi sa politique publique des communs? Alors en fait, c'est suite à ce travail qui a été porté par effectivement cette mission, la municipalité de Grenoble, elle a délibéré en fait en mars 2022 et autour d'une charte en fait de la démocratie coopérative qui pose un certain nombre de principes de respect du pouvoir d'agir, de mise en avant des principes de coopération, d'innovation juridique, de respect des expertises d'usage, et tout ça, ça donnait le cadre, on va dire, politique d'une politique, on va dire, des communs, qui effectivement se traduit, et ça a été dit, en fait, un peu dans l'esprit de ce qui s'est développé en Italie ces dernières années, de la recherche d'une sorte d'administration partagée, d'un respect des citoyens actifs, où effectivement le cadre est maintenant posé pour effectivement dérouler ce qu'on appelle des pactes de coopération. Sont en fait des contrats, hein, des conventions qu'il y a entre la ville et des citoyens pour la prise de soin de la ville. Voilà, donc ça n'a pas été trop dit, mais il faut quand même se dire que c'est pas la France, hein, qui s'empare elle seule en fait de la problématique des communs. On a beaucoup de pays limitrophes en fait qui sont extrêmement avancés sur ces questions, et donc grâce à la 27e région, on avait entrepris un éduc-tour en Europe qui s'appelait Enacting the Commons. Tout ça, c'est en ligne, hein, sur le site de la 27e, et qui justement se pose la question de la posture de l'acteur public. Donc on a découvert effectivement que d'autres collectivités en Europe étaient très avancées sur ces enjeux de respect de l'expertise d'usage, de la place du citoyen, etc. Donc ça, c'est la dimension, je dirais plutôt, de la coopération, de l'horizontalité avec les habitants, pour co-construire en fait la ville. Et puis après, je dirais qu'il y a aussi une autre dimension qui relève plus de ce qui a été évoqué à travers les biens communs. C'est la capacité finalement d'une ville aujourd'hui, après les lois MAPTAM et nôtres, de conserver une forme de, je dirais, de regard sur les biens communs de son territoire. Donc ça va être les questions de l'eau, effectivement, de l'énergie, de l'alimentation, où là effectivement se pose alors, et c'est un autre enjeu, je pense, en fait, c'est la problématique des gouvernances et de la place effectivement des citoyens autour de biens communs qui deviennent de plus en plus essentiels et sur lesquels effectivement les villes en fait ont peut-être un peu perdu la main, quoi, suite au transfert de compétences. Oui, donc en fait, c'est un emboîtement de différentes échelles aussi d'approche, de celle du citoyen qui peut s'engager directement et de lui donner ses outils, et puis une vision aussi plus globale, stratégique et territoriale de comment la collectivité locale s'implique et reste acteur dans ces transitions. Oui, il y a plusieurs échelles. En fait, on le voyait aussi dans le cas italien. C'est qu'en fait, vous avez une échelle vraiment à l'échelle, au niveau des villes, voire des territoires, parce qu'en fait, se développe aussi cette montée finalement des coopérations horizontales dans les territoires. Mais il y a toujours eu aussi cette dimension de la protection des biens communs à l'échelle nationale. Donc la question justement de l'eau, si on prend que cet exemple-là, c'est une autre échelle. Et en fait, effectivement, qui se retrouve, mais plus là de manière downscalée, là, enfin, qui arrive en fait sur les territoires, mais par l'idée qu'à la base, c'est un bien commun. Et ça repose, hein, ça a été bien évoqué par M. Baudet, la Banque des territoires, c'est cette question aujourd'hui effectivement de passer de cette notion qu'on aurait de l'eau un bien commun à effectivement des enjeux de gestion plus ouverte et plus horizontale. Et en l'espèce, en fait, pour le rassurer, en fait,
c'est le cas. Ce que je veux dire, c'est que ça fait l'objet d'énormes débats, notamment dans notre région, sur la manière effectivement d'ouvrir un peu mieux les gouvernances sur des biens qui étaient jusqu'à présent inépuisables, mais qui deviennent ici aussi rares. Voilà. Merci beaucoup Xavier. Je pense qu'avec ces éléments-là, on voit comment concrètement aussi une ville ou une collectivité peut se lancer dans une politique sur les communs avec des choses très pratiques et puis des choses plus stratégiques. Si Voilà. je peux juste rajouter quelque chose, Oui, Isabelle, bien sûr. c'est que ça a été dit en toile de fond, c'est cette question de la survie ou de la relation à la transition. Je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement ouvert effectivement, à regarder la richesse qu'ont été les formes de gestion en commun, justement dans les territoires plutôt ruraux, qu'on redécouvre aujourd'hui. Je pense notamment aux sections de communes, enfin, ces façons finalement de gérer des sources, des forêts, etc. Que faut quand même l'avouer, l'État a essayé de supprimer ces dernières années dans la loi montagne. Aujourd'hui, des parlementaires se battent en fait pour restaurer finalement la légitimité de ces sections de communes notamment. Et clairement, quand on a des échanges avec nos confrères italiens et suisses, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'hybridation, elle n'est pas uniquement entre le public et les citoyens, elle est entre ces anciennes formes en fait de commun et ces nouvelles formes, justement pour reprendre la main et assurer la survie finalement des habitants, notamment sur les enjeux de l'eau et l'alimentation. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut vraiment retravailler. C'est effectivement être humble par rapport à ce qu'on a un peu enfoui et qui étaient des formes assez avancées finalement de gestion plus horizontale des biens communs. Voilà, merci beaucoup. Merci Xavier. C'est vrai que la modernité, la contemporanéité des communs a une continuité. On peut y trouver une continuité, c'est pour répondre aussi à une des questions qui avait été posée, avec des approches collectives plus anciennes. Voilà. Merci à tous. Merci à vous deux. J'en profite pour vous poser une question qui est vraiment par rapport à la place des collectivités. Pouvez-vous expliquer ce qui est problématique et différencier en posture les communs et les collectivités? Donc, vous en avez un peu parlé, mais leur structure FI, type syndicat. À vous suivre, les collectivités ont une volonté propre. Alors, c'était avant votre intervention, mais bon, peut-être que vous pourrez réagir quand même. Ont une volonté propre de celle de la société civile qu'elles sont pourtant censées représenter et du territoire où elles sont pourtant l'acteur politique monopolistique par définition. L'approche par les communs ne doit-elle pas être complétée par une réforme de l'organisation de la représentativité des collectivités et leur posture vis-à-vis de la société civile pour réduire cette problématique? Très très vaste question. Ouais. Je peux apporter une première approche. Le problème est très bien, à mon avis, posé. Je pense que en premier, une collectivité locale ou l'État est heurtée par un commun sur un problème de légitimité. Quelle est cette légitimité des communs d'une action collective qui va venir s'emparer d'une problématique qui est a priori une compétence qui a été dévolue à un niveau d'organisation territoriale. Donc ça, c'est une première chose qui peut poser problème. De la légitimité aussi de cette parole-là, la légitimité qui n'est pas issue des urnes et peut être très perturbante pour l'action publique. Et le troisième, un troisième point aussi c'est en effet, l'action publique n'est pas forcément au centre de la gouvernance locale et ça peut être très difficile aussi pour des acteurs publics de le voir. Voilà pour une approche un peu théorique. Peut-être Xavier sur Oui. ces questionnements-là. Je pense qu'il y a, je crois que j'ai utilisé le terme d'humilité. En fait, je crois qu'il y a un changement de posture de la part de l'acteur public qui est clair en fait. Et donc, lorsque l'élu au commun, Sophie Olmos, parle de la façon dont elle conçoit son rôle d'élu dans ces instances, effectivement, c'est dans le fonctionnement d'une SIC, par exemple, de la Belle Électrique, là, qui est la scène de musique actuelle sur Grenoble, effectivement, la ville n'a plus qu'une seule place, en fait. Ce qui veut dire qu'à un moment, dans la transformation de ce qui était une DSP en SIC,
il y a l'idée qu'on va perdre un petit peu la main sur la forme, je sais pas, du contrat, et donc c'est aussi un changement de posture pour les techniciens. Je veux dire que donc les élus ont l'impression de perdre un petit peu de leur légitimité, ou du moins de leur pouvoir. Les techniciens, effectivement, c'est un vaste sujet, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur expertise, c'est un peu c'est leur savoir-faire. Et on voit bien que dans ces coopérations avec les citoyens, il y a des formes de confrontation, d'expertise d'usage, d'expertise métier, etc., qui ne sont pas simples. Donc là, il y a aussi, en fait, ça renvoie quand même à des problématiques de posture, d'être capable, effectivement, de travailler de manière plus horizontale. Donc pour les collectivités, ça peut être une révolution, parce qu'effectivement, ça doit les amener à un changement effectivement de posture, mais aussi d'ouverture. Donc, effectivement, voire de transparence. Donc, il y a un changement quand même de valeur, hein, sur ça. Donc, je pense que c'est des processus qui peuvent être longs, voilà, et qui sont un peu culturels. On a parlé de personnes, en fait. Je crois que ça a été pas mal. Donc voilà, il y a quelque chose d'interpersonnel Oui, aussi, là, de respect mutuel finalement entre les acteurs. Merci beaucoup. Alors une question peut-être plus large pour peut-être pas uniquement pour vous Xavier ou Isabelle. Quid au-delà de l'eau, l'alimentation et l'énergie, de la santé et de l'éducation considérées comme bien commun? Je pose la question à qui à qui veut répondre? Peut-être ou Hervé, hein, bien sûr. Oui, tout à fait, hein. Dans notre groupe là, de la COP des communs, on est sur on a parlé des communs urbains, je crois que Xavier Perrin est commun numérique, il y a les communs sociaux, hein, qui montrent finalement une extension, hein, des communs à peu près toutes les problématiques, donc, et y compris la santé et l'éducation. À Thiers, il y a eu un projet qui est toujours en cours, hein, de rénovation d'une école. Donc une école publique, mais avec cette approche par les communs dans un quartier politique de la ville, avec des urbanistes, des architectes, les parents, etc., pour faire un peu une école en commun. Donc effectivement, l'éducation aussi et la culture peuvent, on a parlé des tiers-lieux, être tout à fait dans le focal des communs. En rebond, on va. Alors, dans la COP des communs, il y a plusieurs cercles, groupes de travail. Donc, vous avez compris que on essaye d'avancer avec des gens comme Isabelle, comme Hervé, comme d'autres personnes qui sont dans la salle là. Donc, c'est souvent des j'appelle ça des agents doubles, voire triples, hein. Isabelle en est une. Elle est à la fois auteure d'une thèse sur les communs et agent territorial. Xavier est à la fois très militant et à Grenoble. Bon, voilà. Donc, on a un groupe qui termine un travail sur les communs de proximité, communs de services de proximité. Et dans ce livre, il y aura un chapitre sur l'expérience italienne de transformation de l'école comme commun, comme bien commun. C'est-à-dire que après le temps scolaire, l'école et le lieu est réapproprié par pas seulement les parents, mais d'autres personnes du quartier, et ça transforme complètement les questions de relations entre l'école et le quartier, des questions d'urbanisme, etc. Voilà, ça, et pour la santé, on avait travaillé il y a déjà quelques années autour des questions de protection sociale. Moi, ça me permet, alors c'est un peu personnel ce que je vais dire peut-être, et pas un sujet qu'on a retravaillé depuis quelques années, mais que quand on voit que on se situe dans des processus, la question de savoir comment est-ce qu'on accepte de prendre des risques, et jusqu'à quel point, à titre personnel, on accepte de prendre des risques, ça renvoie pour moi, alors, pas que à des questions de santé, mais à des questions de protection sociale. Et donc, voilà, c'est pas des sujets qui sont spontanément abordés.
et peut-être que s'il y a des questions là-dessus après, moi je dirais aussi un mot sur voilà, la situation même des personnes qui sont dans ces communs. Il y a beaucoup de précarité souvent, parce que on est quand même dans des processus instituants, hein, pas du tout les institutions qui disent ah oui, tout ça est très intéressant, et voilà, y compris d'ailleurs côté des collectivités publiques, les gens qui s'engagent dans ces processus-là, ils ne sont pas forcément beaucoup appuyés par les collectivités publiques, ils n'ont pas beaucoup de moyens, et les questions de santé, on peut se les poser pour les communeurs eux-mêmes, hein, c'est-à-dire pour les processus qu'on engage. Voilà, c'est une autre façon de répondre à la question. En tout cas, oui, forcément, la santé et l'éducation, ce sont alors plutôt peut-être des biens communs. Après, la question de savoir comment est-ce qu'on s'organise pour à la fois travailler sur l'accès de tous à un service pour tous, y compris en se projetant dans le futur, c'est-à-dire pas uniquement la situation en 2023, mais pour le futur. Voilà. Et donc, je crois qu'on peut dire aussi qu'on va continuer à avancer sur cette question de gouvernance territoriale, accès à des ressources qui se raréfient. Et ça suppose tout un tas d'ajustements qui sont plus faciles à nommer qu'à faire. Alors, une dernière... non, peut-être pas une dernière. Alors, du coup, je poursuis sur la santé, parce qu'il y a quelqu'un qui... Ah, c'est Xavier qui réagissait. On peut évoquer sur la santé, l'alimentation, les sécurités sociales de l'alimentation, Montpellier-Grenoble, qui semblent être des communs, et certains PAIT. C'est vrai qu'il y a ce travail sur la sécurité sociale de l'alimentation. Je crois qu'il y a des expériences un peu partout. Il y en a à Montpellier, il y en a à Marseille, il y en a dans l'Est. Voilà. Donc ça, c'est un sujet que peut-être il faudrait qu'on aborde, mais ce n'est pas encore dans nos possibilités de le prendre. Puis bon, de toute façon, ils avancent. Alors, il y a une dernière question peut-être, alors d'une entreprise qui s'appelle Ecov. Je suis désolée, je ne connais pas, mais qui nous dit que c'est une entreprise à mission qui travaille étroitement avec les collectivités territoriales et visant à l'intérêt général en donnant accès à la mobilité pour toutes et tous. On cherche à créer une assemblée de mission dans notre entreprise qui soit multi-acteurs avec des salariés, des collectivités, des investisseurs. En termes de gouvernance qui veut s'ouvrir. Est-ce que vous auriez des exemples à nous donner dont nous pourrions nous inspirer, notamment pour les entreprises privées, comment contribuer à l'approche par les communs ? Quelle place elles peuvent avoir les entreprises privées dans Alors moi, ce que je comprends, c'est que l'entreprise en question se pose la question de savoir comment elle peut associer les personnes du territoire pour le pilotage de ce qui a été défini comme mission. C'est ça que je crois avoir compris comme question. Je pense que vraiment la dernière question, c'est comment est-ce qu'on contribue à l'approche par les communs. Je ne sais pas si on a des exemples. Et ben forcément, il y avait les exemples qui ont servi aux mines quand ils ont bossé dans la perspective de la loi Pacte. Et il y avait notamment, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, là, quelque part dans le Calvados. Là, c'est comment il s'appelle celui qui a travaillé avec Blanche, c'est Crestin, on connaît que lui. Bon, enfin bref, qui a travaillé sur ces questions-là. C'est-à-dire comment est-ce que justement il concevait je ne sais pas comment ça s'appelait, le comité de mission. En tout cas, c'est une belle question. Voilà. On n'a pas de réponse à tout. Oui, je sais pas, Hervé, tu veux dire quelque chose ? Je pense que déjà, avec votre point de départ, l'Assemblée, là, dont j'ai pas, non, à l'intérieur de votre entreprise qui réunit les parties prenantes autour de cette question commune de la mobilité, c'est un bon point de départ du processus. Après, il n'y a pas de... Voilà, où il pourra aller. Bon, ça, on pourra en discuter peut-être un peu plus longuement, mais je trouve que déjà avoir créer cette assemblée, c'est déjà une première pièce que vous avez apportée à ce processus innovant, puisque vous faites rentrer la société dans non pas dans sa structure de société commerciale, mais la société civile dans l'entreprise. Ça me semble une bonne chose. Peut-être qu'il faudrait aussi penser à comment, dans la société civile, avoir des espaces
qui intègrent l'entreprise. Mais je trouve que votre Ouais. point de départ, c'est déjà intéressant. Et puis peut-être que un sujet sur lequel on est aussi au travail, puisqu'on a un groupe là-dessus, sur la comptabilité écologique, Ouais. parce que peut-être que c'est des lieux, ce comité, assemblée de mission, c'est comme ça, dans lesquels la question de savoir qu'est-ce que l'entreprise fait pour préserver pas seulement son capital financier, mais ses capitaux humains et son capital, ses capitaux, enfin les capitaux environnementaux du territoire, qui est vraiment la démarche que favorise un modèle de CARE, là, auquel nous on s'intéresse beaucoup et pour lesquels on accompagne des expérimentations, pourrait être mis en œuvre, parce que il y a la volonté, donc ça va dans le bon sens, hein, je trouve, enfin, ce que la personne là mentionne. Après, c'est vrai que ça fait toujours du bien d'avoir des outils pour objectiver, quoi, C'est et ça. pour que à un moment donné la négociation se traduise par des objets précis. Sinon, on recommence tout à chaque fois, peut-être. C'est une hypothèse. Ouais, tout à fait. Ben, sauf s'il y a des questions encore, on va peut-être conclure. Alors, attends. Il y a Isabelle qui juste, je fais part de la réaction d'Isabelle comme ressource sur ce sujet, approche scientifique pluridisciplinaire en sociologie et économie d'une chercheuse qui vient de soutenir sa thèse à Sciences Po, donc qui nous donne une ressource sur ce sujet. Voilà, donc à regarder pour l'entreprise Ecov. Ben, peut-être qu'on peut conclure. Alors moi, je voulais juste dire 2 mots. Déjà, merci beaucoup. Enfin, je trouve que ces travaux, ils sont vraiment passionnants et nous ouvrent beaucoup de perspectives. Donc, je suis très optimiste. Après, on l'a relevé encore aujourd'hui. On voit la complexité de mettre en place ce type de démarche, l'importance de pouvoir s'appuyer sur des personnes ressources à différents niveaux, d'essayer de construire des espaces de gouvernance, de conversation, que chacun puisse y trouver sa place et sa légitimité. Je pense que c'est un vrai sujet. Et nous, on a beaucoup à cœur. Je pense que Sylvain l'a redit tout à l'heure, hein, c'est de pouvoir accompagner les acteurs et notamment en ingénierie. Et pour ce faire, on a besoin, au-delà de comprendre les concepts et de se dire voilà ce qu'on peut faire, c'est comment on peut le faire. Et donc là, typiquement, on poursuit notre recherche, en fait, ces travaux de recherche avec la COP des communs, avec le souhait, alors je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas d'aller effectivement sur peut-être des outils, enfin, en tout cas des méthodes qui pourront nous aider. Avec, Nicole le disait, on va essayer de regarder plus spécifiquement les sujets de comptabilité écologique, hein, que tu vas évoquer, qu'on soutient par ailleurs, parce que nous, on soutient aussi la charte de comptabilité écologique d'AgroParisTech. Les outils juridiques et de droit, alors, et de gestion, enfin, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Hervé, la diversité en fait, des outils qui sont mobilisés. La question des modèles économiques, ça reste effectivement un vrai sujet et pour nous, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, il y a encore du chemin à faire. Et puis sur le rôle des citoyens, qui sont très souvent à l'initiative pas toujours, mais qui sont très souvent à l'initiative de ces démarches de commun, mais de voir comment est-ce qu'on arrive à garder une place et à créer des gouvernances qui soient vraiment partagées. Donc, je ne m'avance pas tellement en disant qu'on va choisir plusieurs terrains autour de plusieurs sujets qu'on n'a pas encore totalement définis, mais il y aura effectivement les ressources en eau, la forêt, le foncier aussi. On n'en a pas beaucoup parlé, donc je vous invite en tout cas à suivre ces travaux, peut-être, si vous le souhaitez, peut-être qu'on peut mettre un mail de la COP des communs dans la conversation, si vous êtes intéressé par d'y contribuer d'une façon ou d'une autre, vraiment nous, c'est ce que disait Nicole en introduction, et puis elle l'a redit plusieurs fois, c'est vraiment important pour nous d'avoir des échos, de la diversité des acteurs pour pouvoir bien comprendre les problématiques et tenter d'y répondre. Voilà, et je laisse Nicole dire le mot de la fin.
Merci beaucoup aussi parce que je trouve que la façon de travailler avec vous ouvre les possibles et que vous acceptez que on continue d'être aussi des gens qui posons autant de questions qu'on apporte de réponses. Donc ça, j'insiste beaucoup parce que c'est beaucoup moins évident que ce que on peut imaginer. Parce qu'en général, les gens vont plutôt vers et qu'est-ce que vous avez à proposer comme solution pour ceci ou pour cela. Donc nous, ce qu'on fait, c'est modeste à la COP des communs, vraiment modeste. Simplement, bon, on a l'impression qu'on commence à avoir une petite méthode pour faire des analyses, enfin des diagnostics, quoi, poser des diagnostics sur des situations. Donc pour moi, le mot de la fin pourrait être merci. On continue. Et une sorte de requête, puisque ici on est dans un haut lieu de l'ingénierie et l'accompagnement des collectivités locales. Vraiment, ce qu'on fait ressortir là, c'est qu'il n'y a pas une solution toute faite et que, bien sûr, on ne peut pas être dans la déstabilisation permanente, mais que la capacité de prendre des décisions en milieu incertain, c'est vraiment au centre de nos enjeux collectifs, que on a vraiment besoin de ça, que n'allons pas vers des machins tout faits qui seraient alors maintenant on va faire des communs un peu partout alors qu'on n'a pas forcément bien identifié ce que l'on met là-dessous. Donc ça c'est notre petite requête vis-à-vis de la Banque des Territoires et je pense qu'avec votre aide on peut justement voilà, travailler avec des acteurs. Moi je suis ravie que la personne des maires ruraux là ait ouvert la porte et puis si d'autres personnes sont dans cette démarche, eh bien voilà, nous on est prêts à partager, on veut bien partager dans la réciprocité. Voilà, ça c'est l'histoire des communs. Encore merci. Écoutez, merci à tous les intervenants et puis merci à tous les participants qui étaient nombreux. Au revoir.